Bonjour à tous, je suis Max Chauvineau. Et je suis Timo Masson et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers des comics. Comme toutes les 2 semaines, nous allons vous parler aujourd'hui de 4 sujets. Nous commencerons avec deux sujets d'actualité. Premièrement, nous parlerons de la première des fêtes de fin d'année qui se déroule aujourd'hui, Halloween. À l'occasion de cette fête, nous parlerons des côtés plus sombres de l'univers Marvel et ce qui est prévenu pour l'avenir. Et deuxièmement, nous aborderons un autre sujet d'actualité, mais cette fois-ci, nous passerons sur un film en développement et plus précisément une version de ce film, le fameux Snyder Cut de Justice League. C'est quoi le Snyder Cut et à quoi cela pourrait-il ressembler? Ensuite, nous parlerons de deux sujets que nous avons spécialement choisis pour vous. Tout d'abord, suite au récent épisode de Five, nous nous pencherons sur les tendances à venir parmi les éditeurs de comics. Enfin, nous avions aussi envie de vous parler d'un auteur que nous apprécions tous les deux particulièrement, c'est-à-dire Grant Morrison. Quelle est sa carrière? Quelles sont ses plus grandes œuvres? Nous vous en parlerons aujourd'hui. Décidément, le hasard fait bien les choses car aujourd'hui, jour du podcast pour nous, c'est aussi Halloween. Cette fête est souvent associée avec l'épouvante et l'horreur et on sait que Marvel veut commencer à taper dans ce coin dans son univers pour les futures adaptations. Et du coup, Timo, qu'est-ce qui a déjà été mis en place? Jusqu'à présent, pas grand-chose. Voilà, il faut être honnête. Jusqu'à présent, c'était plutôt Marvel Télévision qui allait s'orienter vers, ce côté plus sombre, hein, de l'univers Marvel, qui est peut-être un petit peu moins connu que celui de DC. Parce que c'est vrai que dans les personnages les plus connus de DC, on a notamment Batman qui est, le personnage sombre par excellence. Ici, Marvel tente d'aller plus dans le mystique, dans le magique, les créatures un peu bizarres et ils avaient le projet de faire toute une franchise via la plateforme Hulu, An Adventure into Fear. Alors, cette saga, a priori, elle va être de courte durée parce que Marvel Television, est ensuite, n'est plus, tout simplement n'est plus, vu que ça va céder sa place à Marvel TV Studios. Bon, ça, c'est une histoire de subdivision de Marvel évidemment, mais ça a un impact sur les créations. À la base, il devait y avoir une série Ghost Rider dérivée de la série Agents of Shield, mais celle-ci a finalement été tuée dans l'œuf. La seule, que nous aurons eu l'occasion de voir et c'est d'ailleurs sorti très récemment, c'est Hellstrom. Donc voilà, c'est malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura de 2e saison du coup, mais on ne sait jamais, hein, qui sait? C'est vrai, on ne sait jamais. Et du coup, à l'avenir, dans le Marvel Cinematic Universe, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir, on pourra avoir ce genre de personnage un peu adapté? Totalement, en fait, il y a déjà des personnages qui sont annoncés et personnellement, je suis assez hypé pour ça d'ailleurs. Mais il y a notamment une série sur Disney+ par Marvel TV Studios justement, qui est la série Moon Knight. Alors on en a parlé notamment cette semaine avec Oscar Isaac qui pourrait, jouer le rôle. On citait Keanu Reeves dans le passé, encore plus loin avant, on citait Daniel Radcliffe. En bref, on ne sait toujours pas qui jouera Moon Knight, mais avec les noms qui sont cités, ça vous prouve à quel point ce personnage est high level. Et cette série, ça devrait être, plus sombre que des séries comme She-Hulk ou Miss Marvel, par exemple. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura le film Blade. Alors le film Blade, ça va être un reboot avec Mahershala Ali, qui devrait se situer plutôt dans la phase 5 parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie. Par contre, avec Moon Knight et Blade et sachant que les séries Disney+ devraient interagir avec les films, même les nouveaux personnages qui seront introduits via les séries Disney+, on peut très bien imaginer qu'il y ait tout ce coin, sombre de l'univers cinématographique Marvel qui sont un peu creusés à l'aide de Moon Knight et Blade. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs qui citent certains de ces personnages pour des caméos ou dans des rôles vraiment plus mineurs dans la série Moon Knight, ce qui pourrait ensuite donner des spin-offs potentiellement. On parle notamment du loup-garou Werewolf by Night ou encore tout simplement de Dracula. Donc il y a sans doute du potentiel du côté du MCU. Ce qui est sûr, c'est que du côté du MCU, comme tu le dis, Marvel a, effectivement prévu de nous foutre la trouille pour l'avenir. Pour ce deuxième sujet d'actualité, regardons maintenant d'un peu plus près dans les sorties, vu que l'année prochaine sortira le fameux Snyder Cut de Justice League. Alors, il y a des scènes additionnelles qui sont actuellement en cours de tournage, donc des reshoots, hein, comme on dit dans le milieu. Et le tournage de ces reshoots devrait se terminer début d'année pour offrir au final une toute autre version du film qui était initialement sorti en 2017. Mais avant de se pencher sur ce contenu de cette nouvelle version, Max, peux-tu nous dire, si on ne sait pas justement,
Qu'entend-on par le terme de Snyder Cut? C'est vrai que la Snyder Cut, c'est un truc, qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis 3 ans, et qui a fait beaucoup, beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. À la base, c'était la première version du film, imaginée et tournée par Zack Snyder. Avant, qu'il parte, parce qu'à un moment donné, il a dû partir pour des raisons familiales. Je crois malheureusement que c'est sa fille qui est décédée. C'est pour ça qu'il est parti. Et du coup, Warner Bros a décidé de le remplacer au pied levé par Joss Whedon, à qui on doit notamment, Buffy contre les vampires, pour les gens qui ont mon âge. Et on vous doit aussi Avengers, le premier film, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Thibaut? Yes, c'est le deuxième aussi, hein, en Et fait. le deuxième aussi, effectivement. Et donc du coup, avec l'arrivée de Whedon, un certain nombre de reshoots a été demandé par la Warner. Et donc, un certain nombre de scènes qui avaient été tournées par Snyder avec la vision de Snyder ont été enlevées, ont été coupées au montage. Au final, le film qui est sorti n'avait absolument rien à voir avec la version que Snyder avait à la base. Et du coup, ça a donné une version un peu, enfin, où les fans ne reconnaissaient pas la touche Snyder. Or, au film, Snyder a quand même été crédité comme seul réalisateur du film et Whedon était mis comme scénariste. Le problème, c'est que quand il est sorti, après une énorme production chaotique, et cetera, bah, ça a été un échec à la fois critique et commercial. Et les critiques l'ont vraiment, pas mal descendu en flèche. Il a fait, je crois qu'il a fait simplement 2 fois son budget, 600 000 000 je crois, au niveau des entrées et il a coûté un peu plus de 300 millions. Et du coup, avec cette sortie, les fans ont été déçus et à partir du moment où le film était sorti, ils ont commencé un peu à discuter et petit à petit, les gens ont commencé à se dire: «Mais du coup, on reconnaît vraiment pas la patte de Snyder. Ça se trouve, c'est Josh Whedon qui a fait pas mal de reshoots et cetera», parce qu'à ce moment, on n'était pas au courant qu'il y avait eu énormément de reshoots, et du coup, les fans se demandaient: «Mais qu'est-ce que ça pouvait donner la vision de Snyder?» du coup. Et ça a commencé à parler un peu sur les réseaux sociaux. Les acteurs du film ont aussi, comme Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher, surtout Ray Fisher qui était assez fan de la version de Snyder, ont commencé à parler en disant oui, qu'ils auraient bien aimé aussi voir la version de Snyder. Au début, ils niaient le fait qu'il y ait une version de Snyder. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur avec notamment le hashtag Release the Snyder Cut. Et du coup, pendant 2 ans, en fait, les fans, les acteurs aussi, à leur niveau, parce ils étaient quand même engagés au niveau de la Warner, donc ils pouvaient pas descendre un film dans lequel ils avaient tourné. Donc ils étaient prudents, mais en même temps, ils poussaient un peu. Et aussi, du coup, Zack Snyder qui partageait régulièrement des images du tournage de film, des images de ce qu'il avait vu pour sa vision, et cetera, faisait que les gens étaient de plus en plus hypés. Et en fait, récemment, notamment grâce au DC Fandom, enfin c'est en mai 2020, pardon, tout d'abord, que Snyder, il va annoncer une première fois qu'il y a bien une Snyder Cut et elle va bien sortir dans cette version-là. Et ensuite, lors du DC Fandom, du coup, ils ont présenté, notamment c'est Zack Snyder lui-même, qui a présenté dans sa conférence une bande-annonce pour cette nouvelle cut, enfin cette ancienne cut, mais du coup remis au goût du jour. Et ce qui est sûr, c'est que cette bande-annonce reprend énormément de passages du film qu'on a pu voir au cinéma, mais aussi plusieurs scènes qui n'étaient pas dans le film. Et la façon dont c'est tourné, pour ma part, était beaucoup plus hypante que tout le film Justice League en lui-même. Donc j'avoue que j'ai un petit peu hâte. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que cette Snyder Cut va sortir sous forme d'une série, avec des épisodes d'1 heure à peu près, courant 2021 sur HBO Max, le service de streaming. Mais le problème, c'est que ça va sortir que pour l'instant qu'aux États-Unis. Donc ils sont en train de voir pour le sortir à l'international. Yes, donc en fait, tu l'as très bien dit, hein, à la base, c'est effectivement la première version du film par Zack Snyder dans son départ et on remarque que ça évolue un petit peu pour prendre de l'ampleur et finalement peut-être devenir la la version dans le sens la vision de Zack Snyder.
car il y a des reshoots qui se font actuellement, ce qui est Tout à fait. un petit peu, on va dire, surprenant. On ne serait peut-être pas attendu à avoir des reshoots pour, un directeur cut. Non, et des nouvelles scènes aussi, des nouvelles scènes sont tournées. Ouais, tout à fait et donc et on sait qu'il y a des personnages qui initialement n'étaient carrément pas dans le film, qui se retrouvent dans ces reshoots. Tout à Du fait. coup, à quoi ça pourrait ressembler au final ce Snyder Cut? Bah, écoute, comme tu le dis, il y a des personnages qui n'étaient pas dans le film, qui vont être dans le film, que notamment on pense dernièrement, Jared Leto a été annoncé comme, reprenant son rôle de Joker, donc c'est vrai qu'il n'était pas dans le premier film. Après il y a d'autres acteurs et actrices comme, Amber Heard qui jouait, Mera, qui est du coup, qui jouait déjà Mera dans le premier film et John, Manganiello qui jouait Deathstroke dans la scène, coupée, post-générique, vont revenir, pour avoir un petit peu plus de temps dans la série, donc c'est plutôt positif. Après moi je pense que, le film en lui-même va permettre de redonner cette place centrale que la vision de Snyder avait prévu pour Cyborg, puisque Cyborg était, le personnage fédérateur, un peu le cœur de l'équipe, le cœur, cybernétique, si on peut dire. Heu, donc c'est vrai que ça, c'est un élément qui a été assez effacé de la version de Whedon. Après, il y avait, le fait aussi qu'on voit dans la bande annonce pour la Snyder Cut, on voit dès les premières images Darkseid, donc je pense que Steppenwolf va avoir une importance beaucoup moindre et un rôle beaucoup moins important que Darkseid. Il va laisser sa place à Darkseid. Il sera simplement un sous-fifre, comme finalement il l'est dans les comics. Je pense aussi que potentiellement, du coup, l'arrivée de Jared Leto, du Joker de Jared Leto, pourrait nous donner un autre point de vue, de l'invasion, de Darkseid, un point de vue, un peu de la part des méchants comme on pourrait avoir avec une Suicide Squad ou quelque chose comme ça. Hem, on sait aussi que Iris West sera, dans le film. Elle avait été coupée au montage. Pour ceux qui ignorent, Iris West, c'est la future femme de Barry Allen. Et donc du coup, on verra un peu la rencontre entre les deux. Donc c'est vrai que ça peut donner pas mal de substance au personnage. En fait, si je devais résumer, je pense que la Snyder Cut va vraiment prendre son temps pour, amener cet avènement de la Justice League, sans la rusher comme elle a pu l'être en 2017. Du coup, j'ai plutôt hâte. Et toi, Timo, t'en penses quoi? Ben personnellement, de plus en plus aussi, en fait, parce que, c'est comme tu l'as dit, c'est une version plus complète, hein, enfin, on passe d'1 heure et demie à 4 heures, hein, tout de même, donc c'est loin d'être non substantiel et c'est vrai que sous la forme des séries, je pense que ce sera plus digérable que 4 heures de film et voilà, à l'époque actuelle où tout est sérialisé, ça peut vraiment bien donner et je pense que justement, on pourra avoir, plus de profondeur que parfois des enchaînements de scènes qu'on ne comprenait pas trop pourquoi dans le premier film. Tout à fait. Eh bien, sur ce point-là, on est d'accord. Yeah! Aujourd'hui, retour sur l'une de nos récentes vidéos. Timo, dans le dernier épisode en date de Five, tu présentes 5 éditeurs de plus petite taille et tu donnes notamment à quelques reprises ton avis sur les tendances à venir. Et du coup, selon toi, quelles sont les tendances actuelles parmi les éditeurs de comics? Alors, ce qui est indéniable, et ça c'est le cas depuis plusieurs années hein, déjà, c'est qu'il y a 2 éditeurs qu'on appelle les éditeurs majeurs, parce qu'ils dominent le marché à eux 2. Alors ça ne va pas vous surprendre si je vous dis les noms forcément, c'est Marvel Comics et DC Comics. Ce qui va peut-être plus vous surprendre, c'est la répartition des parts de marché entre eux 2. Vu que Marvel détient 45 des parts de marché, DC n'est que entre guillemets «que» à 27, donc c'est quand même 50 de moins presque que Marvel. Donc l'écart est quand même assez palpable et en réalité l'écart s'est encore un petit peu creusé ces dernières années. On va dire que les 2 éditeurs, malgré qu'ils soient concurrents, ne jouent finalement pas exactement sur les mêmes tableaux ces dernières années. Dans le sens où Marvel, fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de ventes, en termes de numéros individuels. Donc, l'année passée, par exemple, 7 des 10 numéros les plus vendus étaient du Marvel, avec notamment la relance de la saga X-Men par Jonathan Hickman. Tandis que DC, va plus se centrer, enfin, ils ne se centrent pas, entendons-nous bien, mais, ce qui a pas mal marché, c'est le DC Black Label qui, avec la vente de tomes, donc collectant plusieurs numéros, qui se retrouve plus du côté de chez DC en termes de best-seller. Pense notamment à Batman White Knight et Batman, Damned qui était sorti, l'année passée.
ou alors l'éternel Watchmen qui était encore en tête des ventes l'année passée aussi. Et cette tendance, elle va pas changer de sitôt, hein, parce que l'écart, je vais vous le dire, avec le reste, c'est quand même assez grand, hein. Quand on voit que Marvel et DC possèdent ensemble, 75 des parts de marché, bah, voilà, les autres acteurs sont de facto d'office des petits acteurs. Ah, c'est sûr que justement, vu qu'on parle des petits acteurs, au niveau de ces éditeurs indépendants qui représentent maintenant quand même plus de 25 des parts de marché, selon toi, il y a quoi comme tendance à venir, du coup? Bah, on le remarque déjà un petit peu ces dernières années et je pense que ça va quand même un peu, évoluer dans ce sens-là. C'est que les éditeurs indépendants prennent de plus en plus de place, dans ces parts de marché. Il faut dire que on est à 75 de Marvel et DC, mais il y a 4-5 ans, on était à 80 par exemple, et il y a 20 ans, on était à 90. Donc les éditeurs indépendants, de par leur multiplication et de par les tendances actuelles, prennent de plus en plus de place. Alors l'éditeur indépendant leader des éditeurs indépendants, c'est Image Comics. Alors là, il domine, avec 8 des parts de marché, donc c'est un tiers des parts de marché des éditeurs indépendants, c'est juste pour Image. Et ça a toujours été le cas depuis la création de l'éditeur et avec les blockbusters qui sortent, on ne voit pas comment ça pourrait, diminuer. On a des Dark Horse Comics et IDW Publishing qui se maintiennent toujours à des plus ou moins 3. Par contre, on a, Boom Studios qui n'a que 15 ans, hein, rétrospectivement, ça a été créé en 2005 et je pense que c'est vraiment l'éditeur montant. Dans les chiffres, ça se prouve déjà, hein, dans le sens où ces 2 dernières années, le Boom a réussi à se hisser dans le top 5, a même dépassé Dark Horse, donc il est arrivé à 3,5 des parts de marché, sans être non plus une grosse machine, hein, de publication. Et alors, ici, en avril dernier, Netflix avait, signé un accord avec Boom Studios pour être les premiers à pouvoir produire des adaptations des comics de Boom. Et sachant que les adaptations ont un gros impact sur, les ventes de comics, ça ne m'étonnerait pas que Boom, aille même se hisser, à la 4e place, derrière Image. Parce que si Netflix, commence à produire plein de séries de Boom Studios, les gens auront envie de lire et ça va se sentir dans les ventes. Tout à fait, on peut penser par exemple à The Umbrella Academy qui est, publié par, si je te dis pas de bêtises, Dark Horse et du coup, je pense qu'il a pris un sacré coup, de boost dans les ventes, avec une superbe saison 1 et saison 2 sur Netflix. Yes, et on a exactement le même phénomène avec, Dynamite Entertainment qui est dans le top 5, avec The Boys. Car il faut le rappeler aussi, c'est que les éditeurs tels que les éditeurs indépendants en général, tels que Dark Horse, Dynamite, Boom également ou IDW Publishing fonctionnent avec des séries originales, mais aussi beaucoup de franchises, des licences en fait de choses qui ne sont à la base pas des comics et dont ils font des comics. Par exemple, pour vous citer que totalement aléatoirement, les Power Rangers ou Stranger Things ou Alien, enfin voilà, vous avez compris le principe. Et donc les éditeurs indépendants qui produisent que des histoires originales, c'est, finalement assez rare. À part Image Comics en fait qui arrive à dominer avec que des productions indépendantes. Il y en a d'autres qui, tirent quand même un peu leur épingle du jeu, notamment Valiant que j'aime particulièrement, mais qui a un peu souffert de cette année 2020. Bah, je vais pas vous dire la raison, vous savez, hein, c'est, ce virus qui occupe notre vie actuellement. Tout à fait. Mais bon, ils teasent, un retour l'année prochaine. En gros, ils ont juste décalé d'1 an leur calendrier, de publication. Donc ils ont finalement tenu le coup et on a un petit éditeur qui moi, personnellement ma petite surprise, ça m'étonnerait pas d'en entendre parler beaucoup plus, c'est TKO Studio. Il y a eu que 8 comics pourtant qui ont été produits par cet éditeur, sachant que leur première publication sont sorties il y a 2 ans, donc c'est vraiment très, très récent. Et ils ont eu une bonne pub cette année en ayant une de leurs œuvres nominée aux Eisner Awards. Ah C'est oui, quand tout de même. même ouais, donc avec, le Sentient de Jeff Lemire et justement, ils ont réussi à attirer pas mal de gros noms, donc Jeff Lemire, mais aussi Garth Ennis, le créateur de Preacher et The Boys, des auteurs aussi comme Steve Niles ou Steve Orlando, donc il y a vraiment, de plus en plus de gros noms qui arrivent pour, bosser pour cet éditeur-là qui, en plus des histoires qui sont originales sous forme de mini-séries,
offre après un packaging plus de luxe, plus collector pour les fans, parce qu'il y a moyen de les avoir soit en, en tome collecté, mais en format beaucoup plus grand, un peu plus grand, plus à l'européenne en termes de taille, ou alors en box set avec les 6 numéros individuels en style collection, quoi. Donc ça, ils essayent vraiment plutôt d'être dans la niche ici du fan qui collectionne, plutôt que vraiment faire des trucs mainstream absolument. Mmh. Ouais, c'est vrai, hein, tu l'as dit, effectivement, les indépendants prennent de plus en plus de place. Après, je pense aussi que c'est parce que les maisons d'édition indépendantes, vont peut-être proposer des œuvres, vraiment très originales, sortant du lot, et que du coup, les gens commencent à de plus en plus, lire des comics et ça se fait ça depuis 10 ans, le nombre de lecteurs de comics, est en hausse, je pense, pas me tromper en disant ça. Surtout en Mais Europe, hein. ouais, surtout en Europe. Mais le truc, je pense, qui est important à se rappeler là-dessus, c'est que du coup, ça permet aussi à des gens qui ont des idées originales, ce genre de petits, maisons éditions indépendantes, de justement pouvoir, achever leur vision, en fait. Parce qu'avant, s'ils voulaient avoir, une chance d'être publiés, il y a encore, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans, il fallait qu'ils aillent voir les gros poids lourds, il fallait qu'ils aillent voir Marvel ou DC, et s'ils n'arrivaient pas à convaincre, il y avait quand même peu de chances qu'ils fassent le buzz en passant par une petite maison d'édition. Aujourd'hui, ça commence vraiment à changer et c'est ça qui est intéressant. Et tu parlais de Netflix tout à l'heure, avec potentiellement la discussion avec Boom Studio. Je sais que là, chez Boom Studio, il y a un comics qui va sortir que j'attends énormément, c'est celui de Kenny Reeves, qui s'appelle Berserker. Et je me dis que si on peut avoir une adaptation de Berserker avec Kenny Reeves en Berserker, c'est que du bonus. Voilà. Ah ouais, Donc, ce serait l'idéal ça, juste d'un point de vue adaptation, ce serait le must. c'est sûr. Et du coup, c'est quoi ton éditeur indépendant préféré, si tu devais en choisir un? En fait, j'avoue que je suis de plus en plus dans l'indé au niveau des histoires, hein, indépendantes, donc c'est un peu difficile de choisir. Allez, je vais fausser la réponse à ta question. Je vais en dire 2. Je vais ne pas répondre à ta question, en fait. Non, ici, en fait, j'aime beaucoup Marvel et DC et l'aspect d'univers partagé, en fait, c'est vraiment je crois que c'est l'un des trucs que je kiffe le plus de chez Marvel et DC et c'est pour ça que j'avais été vraiment très ravi, si vous me suivez pas mal en vidéo, bah, vous le savez que j'aime beaucoup Valiant parce qu'ils ont leur propre univers partagé avec, des personnages qui sont très originaux comme Bloodshot ou comme Exo Manowar ou Ninjak. C'est vraiment des personnages qui sont très creusés, qui sont c'est pas des pâles copies de personnages de Marvel et DC, quoi. C'est pas des copycats et on a vraiment du coup un univers, assez dense et si on veut rester dans des histoires totalement dépendantes l'une de l'autre, bah, i implacablement Image Comics avec la quantité de trucs de qualité qui sortent, c'est difficile de faire autrement, hein. Ouais, Et c'est sûr. toi et toi, c'est tu lis de l'indé? C'est plutôt quel éditeur que tu préfères? Je lis un peu d'indé, que ce soit Image Comics ou Dark Horse Comics. Après là, vu que j'attends vraiment Berserker, je dirais quand même Boom Studio, parce que je trouve que l'idée est vraiment cool et voilà, et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. On a parlé d'indé, on va maintenant parler d'un auteur qui lui est bien ancré, dans le mainstream, avec Marvel et DC, même ses œuvres indépendantes. C'est l'auteur écossais Grant Morrison. Alors, avant de vous parler un petit peu, plus en profondeur, je vais vous poser la question à Max justement pour qu'il nous explique tout ça. Qui est Grant Morrison? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a plusieurs étiquettes. Scénariste de comics, scénariste de jeux vidéo, musicien, dramaturge, novelliste et essayiste. L'Écossais Grant Morrison a fait pas mal de choses dans sa vie. Au niveau des comics, il a commencé sa carrière en 78 dans les pages du magazine Near Myth, où il écrit et dessine la série Gideon Stargrave, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ensuite, il va un temps laisser la musique du début des années 80 jusqu'en 85, où il va revenir avec la série The Liberators, pardon,
publié dans la revue Warrior et avec des récits suivants dans Marvel UK et dans 2080. Ensuite, il va vraiment avoir un pied chez un des grands éditeurs, puisqu'il va commencer à travailler chez DC Comics. Et sa première mission sera de réinventer un personnage assez mineur de DC, que peu de gens finalement avaient encore en tête, qui est Animal Man. Il le fait du coup, et le fait est que les ventes du comics explosent. Du coup, ça lui permet pour Morrison de pouvoir explorer le droit des animaux et les techniques métatextuelles dans un comics. Donc c'est vraiment une sorte de bac à sable pour Morrison qui se prend au jeu de la réécriture de certains personnages. Et du coup, il va relancer notamment avec Howard Porter la, 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 la- la mouture qu'on connaît, la plus puissante des versions de la Justice League of America dans l'univers d'ici. Et du coup, cette version, elle a énormément de succès auprès des fans. Et elle permet d'ouvrir la voie à des comics d'action assez spectaculaires, notamment, si on pouvait citer par exemple Authority de Warren Ellis et Brian Hitch. Après, on arrive au niveau des années 2000. Morrison, il va choisir de partir de DC, il va aller travailler chez Marvel Comics. Et il va écrire notamment des séries comme les New X-Men ou les mini-séries comme Marvel Boy et les Fantastic Four 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, il va décider de revenir après, chez DC Comics, après un temps chez Marvel. Et il va écrire 3 mini-séries qui s'appellent Seaguy, We Three et Vimanarama. On arrive ensuite, on se développe un petit peu, il continue à se développer chez DC, il commence à prendre de l'importance et en 2005, en fait, il choisit de relancer une autre équipe. Alors c'est le spécialiste des relances, hein, Morrison. Une autre équipe assez ancienne de chez DC Comics qui s'appelait The Seven Soldiers of Victory. Je sais pas si tu connaissais, Timo. Ben non, après c'est vrai que tu vas dire les personnages, je suis sûr que les gens vont connaître un petit peu les personnages, mais je connaissais pas l'équipe. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut juste savoir, ce qui est intéressant, c'est que les Seven Soldiers of Victory, on en parle dans la série Stargirl qui est sortie il y a peu. Donc ça, c'est assez cool. Donc effectivement, dans l'équipe du comics, on va retrouver Guardian, Mr. Miracle, Clarion the Witch Boy, Bull Tears, Spawn of Frankenstein, Zatanna et Shining Knight. Et du coup, ça va être un succès encore, parce que finalement, quand il arrive à reboot des choses et que c'est accepté par DC, c'est assez bien reçu par le public. Et du coup, fin 2005, Morrison, via DC, va sortir un autre reboot d'un personnage, mais pas totalement un reboot, c'est plus une version de ce personnage qui est présenté, le All-Star Superman, qu'il a fait avec Frank Quitely. Et en fait, c'est pas vraiment un reboot du personnage, c'est simplement qu'il présente une version assez iconique aux nouveaux lecteurs, ce qui permet en fait aux nouveaux lecteurs de comics de rentrer dans l'univers DC Comics sans forcément avoir besoin d'avoir tout lu avant. Et du coup, cette relance, elle est extrêmement bien accueillie. Elle remporte pas mal de distinctions. On peut citer notamment l'Eisner Awards pour les Best New Series en 2006, le Best Continuing Series Eisner Award en 2007 et en 2009. Et du coup, il va gagner aussi 3 Harvey Awards en 2008 aux États-Unis et plusieurs Eagles Awards en Grande-Bretagne. Donc c'est quand même énormément de distinctions pour un seul comics. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a parlé tout à l'heure des Seven Soldiers of Victory. Quand Morrison va le vendre à DC, en fait, il va présenter aussi pas mal d'idées pour une revisite de certains personnages. Et il explique que cette revisite ne fonctionnerait que dans le contexte où l'univers DC serait envisagé comme une entité vivante à part entière. C'est-à-dire, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un concept qui est basé sur le hypertime qui a été introduit durant le crossover DC 1 Million. Et du coup, à ce moment-là, le président de DC Comics, Dan Didio, lui donne carte blanche. Il le nomme officiellement le Rewrite Guy et il lui demande de remettre à jour et en ordre l'univers DC. Au sortir, en fait, ils étaient juste au sortir de l'arc d'Infinite Crisis. Et du coup, au sortir de ça, euh, on peut dire que Morrison a un peu carte blanche pour réécrire un peu l'univers d'ici à sa sauce. Ouais, comme tu l'as dit, donc il avait
créé ce concept, dans DC 1 Million qu'il avait écrit lui-même d'ailleurs et ici après, ça nous il a créé en fait tout un concept de multivers, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on va donc c'est le projet du multivers et notamment on va arriver à, ce comics qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle The Multiversity où Morrison, c'est un comics qu'il a développé, enfin c'est un ensemble de comics qu'il a développé entre 2014 et 2015 et l'ensemble forme une espèce de méta-série sous forme de 9 one-shots qui se déroulent chacun dans un univers, un des 52 mondes du multiverse, à l'époque des New 52. Donc en fait, Multiversity, c'est une tentative d'exploration assez intelligente et innovante du concept des terres parallèles et de comment elles sont interconnectées, on prend part à une espèce de complot, de menace sur tout le multivers, cet ouvrage qui est assez dense. Donc c'est assez intéressant, mais il faut savoir que ce concept de multivers, il a été introduit il y a quand même pas mal d'années dans le Flash of Two Worlds, quand on découvrait le Flash, de la Terre 2 qui était le Flash Jay Garrick et du coup, ensuite, on a eu d'autres ouvrages qui en ont parlé, notamment on peut citer, les ouvrages qui parlaient du Syndicat du Crime, qui était une version maléfique de la Justice League qui venait de Terre 3 et qui a été remis au goût du jour lors de l'arc Forever Evil. Ouais, Multiversity, ça a vraiment été la base, pour pas mal de choses. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est, à quel point c'est réfléchi. Il y a toute une carte, en fait, hein, qui a été conçue où on voit les différents univers. On parle de 52, mais en fait, il y en a plus que 52 parce qu'il y a des univers un peu plus particuliers en circonférence de ces 52 mondes. Comme par exemple, le fameux la fameuse partie noire de l'univers qui après va être encore plus creusée avec, Batman Metal et cetera et hem et voilà donc ça ces œuvres ont souvent un gros impact et actuellement du coup, ils travaillent sur quoi? Et sur quoi du coup on pourrait avoir un impact à l'avenir? Alors, on sait que depuis 2018, Morrison, il travaille avec Liam Sharp, pour, relancer en fait la série, enfin le personnage de Green Lantern, à travers une série qui s'appelle The Green Lantern et en fait, c'est une nouvelle série de DC Comics qui s'organise à peu près en 2 saisons avec, un comics qui fait la liaison entre les 2 saisons en 3 numéros, qui s'appelle Green Lantern Black Star et du coup, c'est pas une nouvelle origin story du personnage de Green Lantern, mais c'est une réécriture, du personnage et de son univers, à laquelle s'attelle Grant Morrison. Et pour toi, c'est quoi le comics que tu préfères de Grant Morrison? Comment l'as-tu découvert? Bah, comme je en fait, je l'ai découvert moi, quand j'ai commencé à lire vraiment assidûment et à acheter beaucoup, beaucoup de comics, il y a quelques années avec, Grant Morrison présente et notamment j'avais le premier que j'ai acheté de lui, c'était Grant Morrison présente Green Lantern. C'était le premier tome. Donc, c'était un relié, donc, c'était pas du hebdomadaire, enfin du mensuel que j'avais acheté, mais, c'était assez intéressant et assez bien écrit, je trouve. Et toi? Moi, je l'ai plus connu avec JLA. Donc, lorsqu'il a relancé la Justice League, fin des années 90, je trouve enfin, j'ai été impressionné sur certaines histoires, par d'autres non. En fait, j'avoue que j'avais trouvé ça un peu inégal en fonction des histoires. Et on a par exemple, le 1er tome était vraiment chouette parce qu'on instaure toute la fameuse Watchtower de la tour de garde de la Justice League, un gros concept quand même. Après le 2e tome était plat, mais après on a d'autres histoires comme la tour de Babel qui se retrouve à être complètement, iconique. Donc c'est ça un peu que je trouve un peu dommage chez Morrison parfois, c'est que c'est inégal, mais ça reste un très grand auteur et quand on lit du Morrison, on sait que de toute façon on va avoir de la qualité. Donc ça c'est ça qui est aussi bien. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, il y a à boire et à manger. Eh bien voilà, ce sont sur ces mots que nous allons conclure notre podcast d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces sujets vous auront plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez vous le permet. Alors, je sais qu'il y a moyen de le faire via YouTube parce on les publie également sur une chaîne à part, donc Lien des comics, le podcast. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre vos commentaires via le Patreon. Donc en plus, on va vous proposer de choisir vous-même les thèmes, dans pas trop longtemps, ici via nos abonnements. Donc allez jeter un œil sur notre Patreon franchement, parce qu'on a, 5 formules d'abonnement différentes
Ça vous donne accès à l'intégralité du site avec des articles poussés, donc le choix aussi de certains thèmes, des vidéos exclusives, les coulisses de l'univers des comics. Voilà, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Alors moi, si je peux découvrir les coulisses de l'univers de comics, franchement, je fonce, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça et en fait, il est dans les coulisses. Mais voilà, c'était une blague, Ah mais ah! ah Je vous ai ah! bien eu. Et bien Non, voilà, franchement, en allez tout voir ça, il y a un oui, pardon, je coupe la parole à vas-y, Max, du vas-y, coup. vas-y. Non, franchement, allez voir ça, les coulisses, honnêtement, on s'éclate à le faire. On a le vlog qui sort justement demain et voilà, franchement, on vous prépare beaucoup de choses. Et bien voilà, en tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!